Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 14 octobre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la situation politique au Japon, où la nouvelle chef du Parti libéral-démocrate récemment élue peine à former une coalition pour assurer la formation d'un prochain gouvernement. Nous évoquerons ensuite les tentatives du gouvernement sud-coréen de porter secours à ses ressortissants victimes de kidnapping et de travail forcé dans des centres d'arnaque au Cambodge, après la mort tragique d'un étudiant, et une augmentation brutale du nombre de victimes sud-coréennes dans le pays d'Asie du Sud-Est. Nous irons aussi en mer de Chine méridionale pour revenir sur un nouvel incident entre des bateaux philippins et chinois dans une zone maritime disputée. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique dans l'archipel des Fidji, où les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour répondre à un nombre alarmant d'abus sexuels sur mineurs, une situation décrite comme une urgence nationale. Sanae Takaichi a été élue début octobre à la tête du PLD, le principal parti politique au pouvoir au Japon, et devrait ainsi vraisemblablement devenir prochainement la première femme à diriger un gouvernement japonais. L'élection de Sanae Takaichi est intervenue après la décision du Premier ministre sortant Shigeru Ishiba de quitter son poste après avoir tenté de se maintenir au pouvoir, malgré la défaite cuisante de son parti aux élections sénatoriales en juillet dernier. 10 jours après son élection à la tête de son parti, Sanae Takaichi peine toutefois à former une coalition pour assurer la formation de son prochain gouvernement. Une réunion organisée mardi dernier avec Tetsuo Saito, président du Komeito, a tourné court et donné lieu à une rupture avec ce petit parti allié du PLD depuis 26 ans. Le Komeito est en effet aligné sur la politique économique du PLD et notamment sur les mesures dites Abenomics, mises en place par le gouvernement de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, une politique faite notamment de baisse des dépenses publiques et poursuivie par ses successeurs. Mais le Komeito défend aussi un volet plus social et des valeurs pacifistes en accord avec le bouddhisme, le parti étant une émanation de l'organisation bouddhiste Soka Gakkai, ce qui place le Komeito en porte-à-faux par rapport aux positions plus militaristes et parfois même négationnistes défendues par certaines factions du PLD. La nouvelle chef du parti a par exemple déclaré dans le passé que les crimes de guerre de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale avaient été exagérés. Elle soutient aussi la modification de l'article 9 de la Constitution dans lequel est inscrit le renoncement à l'usage de la force militaire, un changement auquel le Komeito a longtemps été opposé. Après la réunion qui s'est tenue mardi dernier, Tetsuo Saito a déclaré son intention de se retirer de la coalition avec le PLD, indiquant que ce dernier avait échoué à donner une réponse satisfaisante concernant entre autres la réforme sur les dons politiques des entreprises et des organisations. Le Komeito en effet est préoccupé par le scandale financier qui touche le PLD et veut durcir les règles pour les dons politiques d'entreprises et d'organisations en limitant le nombre d'entités autorisées à recevoir des fonds. Le chef du Komeito a aussi annoncé la fin de la coopération avec le PLD lors d'élections futures de la Chambre basse et a affirmé que son parti voterait pour lui et non pas pour Takaichi lors du vote à venir à la Diète pour élire le prochain Premier ministre. Le Komeito s'étant retiré de l'alliance avec le PLD, ce dernier devra, avec ses 196 sièges, trouver d'autres soutiens pour parvenir à la majorité absolue et former un gouvernement. Le Parti constitutionnel démocratique, principal parti d'opposition japonais, a appelé les autres partis à se rallier derrière un candidat alternatif pour le poste de Premier ministre, mais les observateurs de la politique japonaise estiment qu'une alliance de l'opposition a peu de chances d'aboutir. Reste à voir auprès de qui le PLD cherchera de nouveaux alliés. En Corée du Sud, le gouvernement est sous pression pour venir en aide à ses ressortissants victimes de trafic humain et de travail forcé dans des centres d'arnaque au Cambodge. Le phénomène a connu une augmentation rapide du nombre d'enlèvements de Sud-Coréens au Cambodge, passant, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères sud-coréen, de 21 en 2023 à 220 en 2024 pour atteindre les 330 rien qu'au cours du premier semestre de cette année. La société sud-coréenne a particulièrement été choquée par la mort d'un étudiant sud-coréen au Cambodge en août dernier. Ce dernier a été retrouvé mort près du mont Bokor, une zone connue pour le crime organisé et le trafic humain, et l'enquête en cours suggère que le jeune homme est mort de ses blessures après avoir été torturé par ses ravisseurs après une demande de rançon.
Le ministre des Affaires étrangères Cho Yoon a convoqué vendredi dernier l'ambassadeur cambodgien à Séoul pour protester suite à l'incident et sans doute pour faire pression sur les autorités cambodgiennes qui sont accusées par plusieurs pays et par des ONG de protection des droits de l'homme de complicité et de complaisance face aux activités de ces centres d'arnaque. L'ONG Amnesty International estime ainsi qu'il existe au moins 53 de ces centres d'arnaque au Cambodge et souligne également le manque d'efforts des autorités cambodgiennes pour mettre un terme à ces activités criminelles qui ont explosé dans le pays après la pandémie de Covid-19. 2 autres victimes sud-coréennes ont cette fois pu être secourues début octobre après 160 jours de travail forcé et de torture dans un hôtel. Les victimes avaient été attirées au Cambodge par des offres d'emploi mensongères avant d'être kidnappées et forcées à travailler dans une activité illégale de hameçonnage par téléphone. La diplomatie sud-coréenne affirme avoir demandé aux autorités cambodgiennes de faciliter les procédures pour porter plainte et mener des descentes de police dans ces centres. Les victimes devant actuellement porter plainte elles-mêmes et fournir de multiples documents, dont la copie de leur passeport. Une demande difficile à satisfaire pour les victimes dont les documents d'identité sont systématiquement confisqués lors de leur enlèvement. Une alerte aux voyageurs a ainsi été émise pour la capitale cambodgienne ainsi que pour Sihanoukville ou encore le Mont Bokor. Le gouvernement sud-coréen a aussi promis de prendre des mesures plus fortes pour protéger ses citoyens au Cambodge. Le quotidien Korea Herald indique que les polices de Séoul et de Phnom Penh doivent participer la semaine prochaine à une réunion de haut niveau organisée à Séoul pour renforcer la coopération transfrontalière. Au sujet des discussions, l'établissement d'un bureau sud-coréen au sein de la police cambodgienne pour aider les ressortissants sud-coréens et le possible déploiement de policiers sud-coréens au Cambodge. Un nouvel incident a eu lieu dimanche entre des navires chinois et philippins en mer de Chine méridionale, le dernier d'une série d'accrochages entre les deux pays qui se côtoient dans des eaux stratégiques à la souveraineté disputée. Cette fois-ci, c'est un navire de garde-côte chinois qui a utilisé un canon à eau à haute pression contre un navire gouvernemental philippin au large de l'île Titu, appelée Pagasa aux Philippines, qui est une île habitée par des militaires et des pêcheurs philippins et qui est aussi la deuxième plus grande île de l'archipel des Spratleys. L'île est revendiquée à la fois par la Chine et les Philippines, mais aussi par le Vietnam et Taïwan. La partie philippine a accusé le navire chinois d'être venu délibérément attaquer le navire philippin qui était alors ancré au large de l'île Titu et dont la mission était d'assister les pêcheurs philippins. Le navire chinois aurait ensuite collé le navire philippin, causant de légers dommages sans toutefois faire de blessés. Les gardes côtières et le bureau des pêches et des ressources aquatiques des Philippines ont dénoncé, je cite, des tactiques de harcèlement et des actes d'agression, affirmant que les pêcheurs philippins dépendaient de ces eaux et que les canons à eau n'empêcheraient pas les gardes-côtes philippins de mener à bien leur engagement. Du côté chinois, les gardes-côtes ont accusé le navire philippin d'avoir pénétré dans les eaux chinoises près d'un groupe de bancs de sable connu sous le nom de Sandy Chai, situé entre Titu et l'île artificielle chinoise de Subi, où la Chine a fait construire une piste d'atterrissage. Les gardes-côtes chinois auraient pris, après des avertissements, des mesures de contrôle pour chasser le navire philippin. Le porte-parole de la garde côtière chinoise, Liu Dojun, a affirmé que la responsabilité des Philippins dans l'affaire était entière, accusant le pays de menacer la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Notons que Pékin a rejeté le jugement de 2016 de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en faveur de la position philippine en mer de Chine méridionale. Au Fidji, la question des abus sexuels sur les enfants a dominé le débat politique et les gros titres des médias il y a 2 semaines. L'assistant ministre de la Santé des îles Fidji, Penyoni Ravunawa, s'est récemment exprimé au Parlement, indiquant que près de 500 filles mineures étaient tombées enceintes entre janvier et mai 2025, parlant d'une urgence nationale. Le sujet a bénéficié d'une forte couverture médiatique après plusieurs cas d'abus sexuels, dont la victime la plus jeune était un nourrisson âgé d'à peine 1 jour. Interviewé par Radio New Zealand, l'assistant ministre a déclaré que les chiffres particulièrement élevés des grossesses de filles mineures étaient dus aux abus sexuels sur mineurs, des viols et notamment des incestes sur les enfants, rappelant que les grossesses de mineurs étaient rarement le résultat d'un choix, mais trop souvent liées à des viols et des abus sexuels. L'assistant ministre a aussi rappelé les conséquences de ces violences et de ces grossesses non désirées, avec notamment l'interruption de l'éducation, le sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles, en faisant un problème qui couvre à la fois les domaines de la santé publique et de la justice sociale. Cité par le quotidien Fiji Times, le vice-ministre du Commerce et des Coopératives, Manoa Kamika, a récemment évoqué le travail mené par un groupe de travail national chargé de lutter contre la pornographie
et la formation au sein de la police d'une unité chargée de lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne des enfants. Le groupe de travail, qui travaille en coopération avec l'UNICEF, doit se réunir prochainement pour faire le point sur la situation et déterminer des stratégies à mettre en place pour répondre à la crise. Le vice-ministre a aussi indiqué qu'une mission allait prochainement être envoyée en Australie pour observer les politiques mises en place pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.